Bonjour, je voudrais vous parler ce jour des canulars scientifiques et des arnaques en sciences. Plus c'est gros, plus ça passe. Voyons tout d'abord le canular scientifique. En effet, les scientifiques ne sont pas en reste pour se lancer dans l'humour. Le canular est un article de recherche parodique, ironique ou insensé qui n'aurait jamais dû être publié. L'un des plus célèbres canulars est celui des rhinogrades, qui a fait l'objet d'un livre. L'histoire, je vous la raconte. En 1941, un soldat suédois évadé des camps japonais aurait découvert par hasard sur une île dans un archipel du Pacifique. Malheureusement, la rencontre avec les habitants de l'île, les Washahachi, fut fatale pour ces derniers. Décimés par le virus du rhume apporté par le marin, cette découverte révéla un nouvel ordre de mammifères, les rhinogrades, caractérisés par l'utilisation de leur nez comme organe locomoteur ou appendice préhensible. En 1956, une éruption volcanique provoquée par des essais nucléaires détruisit l'archipel et toute trace des rhinogrades, ce qui explique que personne d'autre n'en parle puisque plus personne ne peut aller vérifier. Les rhinogrades sont méticuleusement décrits dans le respect des principes de la systématique. Ce canular est l'œuvre conjointe du zoologiste allemand Gerolf Steiner et de son collègue français, le zoologiste Pierre-Paul Grasset, que j'ai d'ailleurs côtoyé en tant qu'étudiant en thèse. L'histoire des rhinogrades continue d'amuser les scientifiques. Par exemple, lors de l'expédition Santo 2006, une nouvelle espèce de rhinograde, le Nasoperforator bouffoni, a été inventé et exposé au Muséum national d'histoire naturelle le 1er avril 2012. En résumé, les rhinogrades sont une création fictive qui a su captiver l'imagination des scientifiques et du public par son réalisme et surtout son humour. Un acte de fraude scientifique est bien différent. C'est une action destinée à tromper dans le champ de la recherche scientifique et doit être distinguée de l'erreur scientifique. On distingue trois formes principales de fraude scientifique, la falsification, la fabrication des données et le plagiat. À ces formes de fraude s'ajoutent d'autres comportements, comme le non-respect des règles éthiques, la non-déclaration d'éventuels conflits d'intérêts avec les laboratoires par exemple. On a un exemple, celui du professeur d'épidémiologie Ragnar Rylander, qui se présentait comme scientifique indépendant alors qu'il a été secrètement payé par l'industrie du tabac pendant 30 ans. Il a publié des articles et organisé des colloques niant ou banalisant la toxicité du tabagisme passif. Sans excuser ces pratiques, les chercheurs sont confrontés à leurs évaluations, aux recherches de crédit pour leur laboratoire et encore à la notoriété. Une étude rappelle qu'en matière de fraude scientifique, la santé est touchée à 47%, les sciences de la vie à 17% et les sciences de la Terre à 4%. Le cas bien connu de Lysenko, c'est date 1898-1976, qui domina la biologie dans l'Empire soviétique durant le règne de Staline. Lysenko assura son succès en promettant de sauver l'agriculture soviétique de la catastrophe, où elle se trouvait d'ailleurs à la suite de la politique désastreuse de collectivisation et d'une succession de mauvaises récoltes. Lysenko affirmait avoir mis au point des méthodes permettant d'imposer des caractères héréditaires voulus à des plantes et même de transformer à volonté une espèce en une autre. Les théories absurdes de Lysenko contaminèrent les milieux scientifiques en Europe de l'Ouest et furent d'ailleurs saluées par beaucoup d'intellectuels. Le phénomène Lysenko est un exemple extrême de la perversion de la science par l'idéologie, souvent avec l'assentiment de la communauté scientifique. Les conséquences de travaux scientifiques résultant de fraude peuvent se révéler dangereuses, notamment dans le cas de l'élaboration de médicaments. En 1998, un chirurgien britannique, Andrew Wakefield, publie un article fracassant dans l'une des plus grandes revues médicales, The Lancet. Il y décrivait une forme d'entérocolite avec autisme chez l'enfant qui reliait à la vaccination rougeole, oreillon, rubéole. Ces résultats manipulés confortaient bien sûr les anti-vaccins. Aujourd'hui, les études scientifiques publiées dans les revues se confrontent à l'expertise de comités de lecture, les moteurs de recherche, l'intelligence artificielle et certains logiciels spécialisés permettent de mieux détecter certaines fausses. Les plagiats, notamment, avec les incohérences de résultats. Mais
En résumé, relevons que cette fraude reste marginale et ne doit pas être et faire douter de l'intérêt de la recherche pour l'humanité.